effectivement, on a créé Évidence B il y a maintenant, comme je disais, 5 ans, donc avec Thierry Dupillère, qui lui avait un passé autour de l'édition scolaire et puis des partenariats éducation et numérique via 12 ans chez Microsoft, et puis un troisième associé, Didier Place, qui avait été serial entrepreneur. Donc avec cette équipe là, on a créé Évidence B parce que effectivement, et notamment c'était mon constat, il y avait des difficultés dans l'éducation, hein, des pain points comme on dit là encore. Et j'étais prof de lettres, mais j'utilisais Tadoplicis. Voilà, et notamment autour de la question de la différenciation. Moi, comme j'ai commencé à enseigner, il fallait faire de la pédagogie différenciée. C'est à la fin des années 80, et en fait, j'ai tenu 1 mois et demi, et j'ai fait 6 cours différents, et puis à la fin, ça marchait plus, et puis je savais pas d'ailleurs si ça s'adaptait à mes élèves. Bon, voilà. Donc il y a des difficultés comme ça, et c'est vrai que on a eu la conviction qu'il y avait 2 innovations, dont celle du machine learning, qui était susceptible d'aider dans un usage mesuré, évidemment, l'enseignement. Donc voilà, donc je vais vous présenter un produit particulier qui est Adaptive Lang. Nous, on travaille sur 3 domaines spécifiques, enfin généraux en fait, qui sont les maths, la maîtrise de la langue, notre langue, et puis l'apprentissage d'une langue seconde sur ce qu'on appelle donc le K-12, école, collège, lycée. Enfin, voilà, c'est quand même relativement large, ce qui fait que Adaptive Lang, c'est bien seulement un produit qu'on a parmi d'autres. C'est effectivement 6000 exercices qui sont actuellement déployés dans plus de 500 établissements dans plusieurs régions de France. C'est une ressource qui a été achetée par plusieurs régions, dont la région Île-de-France, la région Grand Est, et d'autres encore, et autour effectivement de, comme vous le voyez, 5 sujets principaux: de la maîtrise de la langue, la syntaxe, l'orthographe, le lexique, le verbe, la cohérence du texte écrit ou la logique, et qui s'adresse en priorité donc au lycée, seconde, première, terminale, génie BTS, mais il y a aussi des profs de prépa qui les utilisent, mais aussi au collège. Bon, donc c'est une approche que je vais développer un tout petit peu après, sans trop rentrer dans les détails malgré tout, mais qui montre que ça peut s'adresser à un public relativement large. Voilà, donc avant tout, nous, dans ce qu'on fait, c'est bien sûr de l'IA. Je vais parler de machine learning, des algos qu'on utilise, comment on s'en sert, etc. Mais c'est d'abord cette idée, cette conviction qu'on a eue d'entrée de jeu, je l'évoquais jusque-là, c'est que l'IA, le machine learning peuvent faire des choses, mais la question des contenus est très importante aussi. Sur quoi on met l'IA, en fait. Bon. Donc j'évoquais, moi, mon passé de prof, mon associé et cofondateur, et Marie, par la même occasion, Thierry Dupillère, a travaillé dans l'édition scolaire. Donc les contenus, ils existent, il y en a beaucoup. Les profs eux-mêmes font des contenus. C'est pas qu'ils sont mauvais les uns les autres, mais nous, on apporte déjà des contenus d'un autre type. Donc c'est vrai, dans nos modules, dans ce produit Adaptive Lang, en fait, d'abord, au commencement, je dirais, il y a d'autres contenus. Il y a une autre approche, et c'est celle de la première innovation, même si c'est pas le sujet de la journée, je voulais quand même en dire un petit mot, parce que pour nous, c'est cette combinaison en fait qui fait sens aussi dans ce qu'on apporte, c'est-à-dire on a des architectures de contenu, je vais vous les montrer derrière, mais à l'intérieur ce sont bien des chercheurs en sciences cognitives. Pour ce qui est de la langue, ce sont des linguistes, donc nous on travaille avec plusieurs laboratoires, donc pour ne pas les nommer, Pascal Absili, donc CNRS, qui était Paris 7, moi comme vous disais tout à l'heure, je suis un peu mêlée aujourd'hui encore avec les nouveaux noms des universités, mais voilà, donc on a plusieurs labos, Institut Jean-Nico, avec Alda Marie en particulier, voilà, Anouche Bourmaillan à la Sorbonne. Bon, donc derrière, il y a des recherches en sciences cognitives. Alors, je ne vais pas trop développer, c'est pas le sujet, mais vous voyez, quand on a une phrase comme les voitures qui doublent, le camion rouge klaxonne, est-ce qu'on met E-E-N-T? Si on est fatigué, on va, je pense tous, un petit peu hésiter, on va peut-être se tromper si on écrit ça dans un mail. On a même un président de la République qui a fait cette faute-là, enfin pas sur les camions et les voitures, mais sur quelque chose de totalement analogue. Évidemment, là, on voit bien, c'est la proximité du camion rouge qui fait qu'on va avoir envie de mettre un E, et peut-être même de comprendre que c'est le camion qui klaxonne. Donc il y a des enjeux évidemment d'orthographe, d'interprétation. Les démarches traditionnelles, il y a des gens qui font beaucoup de numérique sur ces questions, vont rappeler les règles, vont donner des exercices du genre identifier le sujet, qui est-ce qui, le souligner. Mais là, on est un peu dans une impasse. Moi qui étais prof de lettres, les élèves ils vont me dire
les voitures qui doublent le camion rouge, c'est le sujet, donc pourquoi j'accorderais pas avec camion rouge à nouveau, hein. L'approche des linguistes, là, donc de sciences cognitives, c'est effectivement cette approche très liée bien sûr à la linguistique, à l'analyse de Chomsky, bon voilà. Et donc là, il va y avoir une démarche, et c'est ce qu'on fait dans ce module d'Adaptive Langue, de restauration au fond de cette maîtrise intuitive de la langue. On est un humain, donc on est avec tout l'appareil cognitif en fait, et tout l'appareillage pour aller maîtriser une langue. Et effectivement, si on rencontre des difficultés, c'est parce que la langue, effectivement, est par nature complexe, hein. Ici, il y a cette question de la linéarité qui fait que, encore une fois, quand on est fatigué, même si on est un bon expert de la langue, on va pouvoir oublier, en fait, hein, qu'il faut faire cette espèce de parenthésage, hein, les voitures qui doublent le camion rouge, là j'oublie, et klaxonne, et on est censé attendre la suite des voitures, hein, et d'avoir mis entre parenthèses, en quelque sorte, ce qu'on appelle ensuite savamment la subordonnée relative. Mais on n'a pas besoin de savoir que ça s'appelle une subordonnée relative pour faire ce type de parenthésage. Et donc c'est le type d'activité que les linguistes vont proposer, vous voyez, extrêmement intuitive, où il n'y a pas besoin d'avoir les mots savants de la grammaire. Donc on va demander aux élèves par exemple de choisir entre les deux schémas, et très intuitivement ils retrouvent ce sens de la syntaxe, ces patterns syntaxiques, de sentir qu'une phrase n'est pas complexe. Moi, comme je disais, j'ai eu très longtemps des prépas, et en fait même qui étaient excellents, qui entraient dans des grandes écoles, ils pouvaient écrire dans le roman de Victor Hugo qui fut publié en 1866 et rencontra un grand succès. Point. Et là, moi, j'ai des phrases incomplètes, et ah bon, mais si, elle est complète. Bon, c'est ce sentiment que la phrase n'est pas complète qu'il faut réimplémenter. Et ça, c'est pas l'IA qui va le faire, en fait, hein, c'est le type d'activité. Donc voilà pourquoi j'ai pris 5 minutes quand même pour vous dire que d'abord, au commencement, dans nos modules, il y a effectivement ce type de ressources. Pour les maths, c'est la même chose. On travaille avec des laboratoires spécialisés dans les mathématiques, sur le nombre, sur les fractions, les proportions, sur l'espace et la géométrie. Qu'est-ce que c'est que... Voilà, pour installer en fait des connaissances, des savoirs, se réapproprier et montrer au fond qu'il n'y a pas de raison d'avoir 2 de moyenne en maths en 4e, 6 en français, d'avoir tous ces points retirés systématiquement sur l'orthographe, la grammaire, aux examens, etc. Voilà, c'est ça la démarche de fond. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même évidemment l'IA, c'est le sujet du jour. Et donc, on a développé au cœur de ces modules, au cœur de chacun des modules, un ou des systèmes IA, je ne sais pas quel est le terme que vous avez en préférence. Là, j'utilise ce mot de système AI ou IA, notamment, il n'est pas le seul, mais Daniel Andler, hein, qui vient de publier un livre sur l'intelligence artificielle et qui dit, qui fait partie de notre board, hein, depuis le tout début. Et donc, effectivement, voilà, on peut parler peut-être de système IA plus que de une IA ou des IA. Donc, en tout cas, nous, on a dans ce cas-là plusieurs systèmes IA au sein de nos modules. Et donc, j'ai résumé ici, hein, de manière extrêmement synthétique. À gauche, ce qui est formalisé, c'est le parcours utilisateur de l'élève, avec là un système IA autour, justement, je reviendrai après dessus, d'un algorithme d'apprentissage par renforcement qui va offrir à chaque élève un parcours personnalisé. J'y reviendrai après. Et donc, c'est ça l'intérêt principal pour l'élève, c'est d'avoir à travers la ressource un parcours automatisé, personnalisé, à partir d'un test initial qui est adaptatif, hein, et donc qui fait qu'il va avoir bien sûr les questions. Il y a une exploration d'entrée de jeu dès le test initial de la base de données du test pour aller voir justement ce qu'il maîtrise, ce qu'il ne maîtrise pas, pour pouvoir donner à l'issue de ce test un bilan sur la notion donnée. Hein. Nous, notre unité, c'est le module, donc il y a un module sur la syntaxe, il y a un module sur le lexique, il y a un module sur l'orthographe, donc on va dire voilà le bilan sur la syntaxe, voilà ce que tu maîtrises, voilà ce que tu ne maîtrises pas encore, et à partir de là, il y a une intégration entre ce test adaptatif et le parcours personnalisé dans le module dans son ensemble, ce qui fait que si un élève maîtrise les premiers objectifs du module, il va soit les passer, soit aller extrêmement vite dessus. Hein. Donc il y a une intégration, une adaptation aussi sur, c'est pas tant le point d'entrée,
d'ailleurs que la rapidité à laquelle il va évoluer dans le module, notamment au début. Donc ça, c'est à gauche, c'est l'IA donc qui est intégrée pour une personnalisation et une automatisation des parcours. À droite, ça représente l'IA, plus l'usage qu'on fait de l'IA au service du professeur. Nous, nos modules, j'évoquais le fait qu'il y avait des classes, donc X centaines de classes qui utilisaient déjà Adaptive Langues en France, et puis ailleurs aussi, au Maroc, etc. Et donc, effectivement, c'est bien en classe, ça ne veut pas dire que c'est forcément dans la salle classe, mais c'est en lien avec le professeur. C'est vraiment pour assister le professeur, l'aider, soit parce que quand il est au lycée, finalement, il n'a pas le temps de consacrer beaucoup de temps à la maîtrise de la langue, hein, c'est pas prévu dans son emploi du temps, il y a une petite question de grammaire au bac, enfin, c'est pas, il doit quand même leur apprendre la littérature, la dissertation, les commentaires, etc. Donc il n'a pas le temps d'aller remédier à ces difficultés, donc effectivement, là, ça va l'assister. Il va pouvoir demander aux élèves de travailler en autonomie, mais l'idée, c'est que même si les élèves travaillent en autonomie, le professeur revoit, comprenne ce que les élèves ont fait et des retours d'informations. Et donc, c'est cette deuxième partie, tableau de bord, pour les professeurs, dans lesquels il y a des retours d'informations sur le parcours personnalisé, mais aussi, et j'y reviendrai après, puisque là on utilise aussi un autre algorithme de clustering notamment, pour donner des retours d'informations sur ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles en fait, hein, des choses que le professeur là encore ne peut pas voir de lui-même, sauf à avoir et même son nez derrière l'épaule de chaque élève à chaque instant, ce qui est absolument impossible. Donc vraiment l'IA, c'est pour nous c'est un truisme que je vais évoquer, mais c'est une technologie qui est là pour finalement faire ce qu'on ne pourrait pas faire, c'est-à-dire à la main, c'est-à-dire à gauche des parcours personnalisés pour chaque élève, et identifier les points de difficulté de chaque élève et donner à chaque élève effectivement ce dont il a besoin, et puis à droite, prendre connaissance en tant que professeur de tout ça et d'un certain nombre d'éléments. Donc c'est vraiment un assistant à tous égards. Alors, si je reviens sur le premier grand usage finalement du machine learning dans Adaptive Langues et dans l'ensemble d'ailleurs de ce qu'on fait, c'est cet algorithme ici. Là, c'est l'extrait d'un papier justement de Pierre-Yves Oudéhière et Benjamin Clément et Didier Roy. Vous avez les références ici. Et c'est cet algorithme qu'on utilise et qui est intégré aujourd'hui chez nous. Et Benjamin Clément nous a rejoint dans notre équipe de data scientists et d'ingénieurs en machine learning. C'est donc un algorithme d'apprentissage par renforcement de la famille des bandits-manchots, qui a été entraîné par le laboratoire Flowers, donc de l'INRIA à Bordeaux, pendant plusieurs années, avant même qu'il soit intégré chez nous, et avec justement publication de papier pour montrer, avec groupe contrôle, enfin voilà, je passe le détail bien sûr de ce que vous connaissez très bien en termes de méthodologie. Et donc pour cet algorithme a été entraîné en milieu éducatif, et ça c'est extrêmement important, c'est pas quelque chose qui a été adapté, qui a été construit dans un autre milieu et adapté ensuite mis dans des classes. C'est un algorithme développé en milieu éducatif. Donc je pourrais répondre à des questions si vous en avez. Là, je ne pensais pas rentrer dans l'hyper détail technique de l'algorithme, mais donner plutôt son mode de fonctionnement pour faire comprendre comment c'était un levier pour justement de la personnalisation efficace pour l'élève. Donc c'est pas du spacing, c'est pas de la mémorisation, c'est vraiment un algorithme qui va à chaque moment T avoir une zone dans laquelle, évolutive bien entendu, dans laquelle il va pouvoir, une zone dans laquelle il y a des activités, et dans laquelle il va aller piocher un exercice qui correspond, qui est réputé être au bon niveau de maîtrise, au bon niveau de connaissance et de maîtrise de l'élève, donc qui est à sa portée. Donc évidemment, c'est une adaptation de la fameuse zone de proximal développement de Vygotsky, avec bien sûr d'autres éléments de ce concept qui ne sont pas pris en compte dans la technologie, comme les éléments sociaux,
culturelle, etc. Mais en revanche, cette notion de zone, d'une zone dans laquelle les exercices sont un tout petit peu plus difficile, ça va être un peu challengeant pour l'élève, c'est ça qui est à la base en fait de cet algorithme. Et donc d'aller, il y a un système de récompense bien entendu qui est associé aux activités, qui évolue d'ailleurs au fil du parcours de l'élève pour justement pouvoir pousser à chaque moment T un exercice qui est au bon niveau, qui lui convient. Alors au sein de cette zone, le piochage, si je puis dire, l'allocation n'est pas totalement aléatoire au sein de la zone jaune, qui, comme vous le voyez, évolue au fil du temps. Le choix de l'algorithme, si je puis dire, est également lié, pas seulement à ce qui est possible pour l'élève, qui correspond à son niveau de maîtrise, mais est également lié à ce qu'il a le plus réussi, enfin, c'est pas tant ce qu'il a le plus réussi récemment, c'est là où il a effectué récemment le plus de progrès. Donc, en fait, au sein, par exemple, de cette zone jaune, imaginons que le système est enregistré que c'est dans la zone A, dans l'activité A2, que récemment, là, l'élève à qui on a proposé des exercices de cette activité-là, qui correspond chez nous à un niveau de difficulté, à une compétence spécifique, là, a vraiment progressé récemment, c'est là où l'algorithme ira en priorité repiocher des exercices. Donc, il y a vraiment cette notion, évidemment, au cœur de tout ça, de motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'il faut, pour que cette motivation intrinsèque soit suscitée, non seulement qu'il n'y ait pas des exercices trop difficiles ou au contraire même trop faciles, évidemment, d'où la notion de zone proximale, mais il faut aussi finalement quasiment jouer sur ce sentiment euphorique quand même quand on a réussi quelque chose, enfin euphorique c'est peut-être un grand mot pour certains élèves à certains stades, quoique c'est bien le but, en tout cas ce plaisir qu'il y a à avoir réussi quelque chose, là j'y arrive mieux que ce que je pensais. Et pour revenir au sujet sur la langue, l'approche aussi très intuitive qu'on a, mais aussi cet algorithme fait que effectivement les retours des élèves qu'on a, nous, on a beaucoup entraîné tout ce dont je vous parle pendant 1 an au lycée Paul Valéry, qui, comme le dit son proviseur elle-même, Françoise Turbo, est normalement pas... Il y a une caméra, je pèse mes mots, mais je diminue effectivement ce qu'elle dit, qui n'est pas le meilleur lycée de Paris. Si j'utilise un terme euphémistique, eh bien, il y a des élèves qui manquent de confiance, etc. Ils sont plutôt en échec sur la grammaire, on arrête pas de leur dire tu fais des fautes, etc. Et finalement, ce qui revient très souvent, mais en fait, je sais plus de choses que ce que je pensais. Donc, c'est vraiment pousser, si vous voulez, cette motivation intrinsèque. Donc, bien sûr, par des contenus qui ne vont pas réassommer les élèves avec les subordonnées relatives, explicatives, déterminatives, voilà, trop compliqué. Donc, on a cette approche intuitive, mais au-delà de ça, le fonctionnement même de l'algorithme va aller dans ce sens, de cette motivation intrinsèque. Donc, c'est ça le cœur de cet algorithme. Je vous aurai peut-être des questions, je pourrais très certainement y répondre, si j'ai avoué, bien sûr, mon passé. Indigne de l'Assemblée. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment le fonctionnement même de cet algo. Il a été testé, comme je le disais, en milieu éducatif avant qu'on l'intègre chez nous par l'INRIA lui-même, avec toutes les méthodologies que j'évoquais tout à l'heure. Dans des classes, au tout départ, il est entraîné, testé, réentraîné autour de, alors pour le coup, de ressources beaucoup plus traditionnelles, de mathématiques pour des CE2 autour de l'addition et de la soustraction avec des jeux marchands. Voilà. Et en fait, nous, on a opéré à travers nos différents modules, au fond, un transfert et on a montré que ça continuait effectivement à fonctionner. Voilà un petit peu, parce que je veux quand même avancer, je ne suis pas encore au bout de mon temps, enfin, n'hésitez pas à me dire. 10 minutes, d'accord. Donc sur ce premier algorithme, alors peut-être, je suis dans le mauvais sens, voilà, un petit mot des résultats justement enregistrés au cours de cette étude. Il y en a eu 2 en tout, de 2 fois 3 ans, par Thierry Voudélière et ses équipes. Donc ça, encore une fois, c'est un extrait du papier avec cette comparaison en haut et en bas entre des séquences autour toujours d'exercices, donc ce qui se déroule dans le temps, axe des abscisses, et puis avec un certain nombre d'élèves, axe désordonné. Effectivement,
en fait, avec donc des exercices qui vont d'exercices très simples en rouge à des exercices beaucoup plus compliqués en bleu. Et en fait, le schéma du haut montre ce qui se passe avec, au fond, une séquence, et ce sont les mêmes exercices. Hein. C'est pas la nature des exercices qui change, plutôt la manière de mener le déroulement des exercices en les répartissant entre les élèves. Et donc, quand c'est un professeur en haut, bah moi je vois bien que j'ai fonctionné comme ça aussi, hein, longtemps. J'ai des exercices très simples. Au bout d'un moment, je m'arrête, hein, parce qu'effectivement, il faut pouvoir passer à la suite. Et au fond, le gros des exercices qu'on fait quand on est enseignant, c'est le ventre mou, pourrait-on dire, hein, le groupe en orange, et au fond, qui est déjà un petit peu trop difficile pour des élèves qui n'ont peut-être pas toutes les bases, et qui est beaucoup trop simple pour d'autres élèves qui auraient besoin d'aller plus loin. On voit une répartition beaucoup plus égale dans la séquence dans laquelle l'algorithme intervient. Je tiens à dire que dans nos produits, et même déjà c'était le cas dans le cadre des expérimentations de Pierre-Yves Oudéhière, en fait, ça ne dit pas du tout, et nous c'est ce qu'on dit beaucoup, hein, que toute l'activité sur le sujet n'est faite que dans toute la semaine avec la ressource en question. Hein. Il y a à côté d'autres choses qui sont faites. Mais en tout cas, dans le cadre de cette séquence-là, avec une ressource digitale, enfin, et avec cet algorithme, on voit une répartition finalement entre les exercices beaucoup plus égale qui correspond finalement, puisque c'était des classes hétérogènes, à quelque chose qui convient bien à chaque élève à un moment donné. Et oui, il y a des élèves qui jusqu'au bout font des exercices très simples, et tant mieux, parce qu'ils en ont besoin sans doute pour asseoir la suite, et ça va éviter que 2 mois après, ou peut-être 5 ans, 6 ans après, il y ait quelque chose qui soit mal ancré, qui correspondait à quelque chose qui n'était pas bien, ça consiste à asseoir les fondamentaux finalement, et à asseoir les bases. Et puis à l'autre bout, évidemment, il y a des élèves qui, grâce au système en question, ont pu aller au bout finalement de ce qui avait été prévu, parce que eux, les bases, ils les avaient, et là, pour des raisons évidemment diverses et variées. Donc voilà un petit peu ces résultats qui, nous, effectivement, se confirment et montrent finalement ce type d'usage, encore une fois, qui n'est pas exhaustif. C'est pas parce qu'on fait Adaptive Langue chez nous qu'on n'a plus besoin de rien faire d'autre. Mais en tout cas, il y a là quand même un levier de réappropriation des fondamentaux, de reprise de confiance, de s'asseoir sur des bases solides pour que, comme je le dis quelquefois, derrière, le professeur puisse faire son cours. En fait, quelquefois, le professeur ne peut pas faire son cours juste parce qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées en amont. On ne le sait même pas, c'est très difficile à diagnostiquer, et c'est ça que le système ici, auquel le système permet de remédier. Alors, si je reviens, alors je vais peut-être revenir un petit peu parce que je ne savais pas de combien de temps je disposais au départ, donc j'ai fait peu de slides. Si j'aurais mis plus de captures d'écran de nos dashboards, de nos tableaux de bord. Mais effectivement, derrière, on va aussi aider, effectivement, comme je disais tout à l'heure, en donnant des retours d'informations aux professeurs. Donc, très brièvement, sur les 2 écrans que vous avez en haut, bon, ça c'est on est en train d'évoluer notre UI, on sort un petit peu de ce côté-là, mais en tout cas, peu importe, sur le fond, ça revient au même. Vous avez en haut comme une espèce de carnet de notes. Là encore, j'expliquais que ces tableaux de bord ont été faits en collaboration avec les professeurs du lycée Paul Valéry, qui nous ont dit qu'ils avaient besoin d'avoir des informations sur les progrès de leurs élèves, et que ça se présente un peu comme d'habitude pour eux. Donc vous avez en haut, à gauche, les noms des élèves qui descendent comme dans un carnet de notes, et puis leur progression. Donc vous voyez tout de suite qu'il y en a qui avancent plus vite que les autres, il y en a qui ont fini un certain nombre d'objectifs, de compétences, d'autres qui ont des petites alertes rouges ou vertes, et là, on renvoie des éléments d'information au professeur sur le fonctionnement même de cet algorithme d'apprentissage par renforcement, et ça lui donne accès, s'il en a le temps, il peut creuser et cliquer sur chacune des cases, et ça lui donne accès par exemple à cette modale au milieu, dans laquelle il va pouvoir suivre l'historique, vraiment exercice par exercice des élèves, de chaque élève, et au sein de chaque objectif, de voir avec le bar plot de gauche quelle était la prévision, bon le terme n'est pas complètement scientifique ici évidemment, de l'algorithme, mais ça veut dire l'algorithme avait prévu qu'en lui donnant cet exercice, il devrait y avoir tel taux de succès, et l'élève en réalité a surperformé ou sous-performé, et donc il y a une petite alerte qui revient au professeur quand au fond l'élève n'est pas allé au rythme de la machine. Donc vous voyez, c'est pas juste un retour d'information pour dire c'était juste ou c'était faux, c'est pour dire finalement si l'élève
ne répond pas correctement finalement à quelque chose qui normalement et de manière durable s'était adapté à son niveau, c'est qu'il y a peut-être un verrou plus profond chez lui, et là le professeur a un retour d'information, et c'est là qu'il y a une hybridation avec son travail. Moi quand j'étais prof, ce que j'aimais c'était pas corriger des copies, c'était pas évaluer, c'était aller expliquer des choses à mes élèves, et donc là on va pouvoir donner des informations au professeur sur qu'est-ce que vos élèves n'ont pas compris, à quel moment vous allez peut-être vous refaire votre métier, c'est-à-dire aller expliquer aux élèves les choses. Hein. Nous, on fait de l'évaluation formative, on ne fait pas des leçons, mais on va donner aux professeurs des informations sur ce que les élèves réussissent ou pas, malgré, j'allais dire, cet algorithme d'apprentissage adaptatif. Alors, je vais revenir maintenant au clustering pour les 5 dernières minutes, je pense. Hein. N'hésitez pas à me dire quand vous souhaitez que ça se termine. Donc là, c'est pas l'allure actuelle de notre tableau de bord, mais ça synthétise quand même le fonctionnement. Donc là, c'est un algorithme d'apprentissage non supervisé, qui n'est pas, contrairement à l'autre algorithme Datafree, où voilà, là on a besoin des données des élèves effectivement pour aller créer des clusters. On a un système en fait où on crée des clusters, des grands clusters généraux en fait à partir de toutes les données de tous les élèves, et ensuite dans une classe donnée, eh bien on va aller remettre les élèves d'une classe donnée dans des clusters existants. Hein. Donc ça dépend évidemment du degré d'avancement, mais il y a entre 15 et 20 clusters au niveau macro, je dirais, et pour chaque classe, il n'y a pas plus de 5-6 clusters. Au-delà, le prof n'a pas d'intérêt à gérer une classe où il y aurait 20 clusters, s'il a 25 élèves. Vous voyez, bon. Donc en fait, il y a des regroupements à nouveau qui sont faits pour pour résoudre un peu cette dialectique entre global et puis local. Donc ici, algorithmes de clustering qui vont donner aux professeurs des retours d'informations d'une autre nature, non pas sur ce qu'a compris l'élève ou ce qu'il n'a pas compris, ça c'est les retours d'informations liés à son parcours personnalisé et les autres écrans que je vous montrais tout à l'heure, mais plutôt comment il travaille, comment il comprend, si je puis dire. Donc c'est des signaux faibles comme, bon bien sûr articulés par exemple, comme ici, à des taux de succès, moyenne des bonnes réponses, etc. Mais par exemple, prise en compte du temps de réponse des élèves dans le groupe et nombre de clics moyens avant réponse. Hein, si on a des gameplays dans lesquels, avant de valider, on peut avoir cliqué, posé, remis, etc. Ça va donner des retours d'informations aux professeurs qui sont absolument impossibles à faire à la main ou en réalité, et ça va lui donner des groupes qui sont pas seulement des groupes de niveau, tel élève est bon, pas bon, hein, évidemment le taux de succès joue un rôle, mais où il est très avancé, où il a compris ou pas compris, mais qui va lui donner d'autres informations, et on peut avoir par exemple 2 groupes dans un tableau de bord sur un sujet donné, qui sont très semblables, à l'exception près, par exemple, du temps de réponse. Et ça va permettre, ce type de retour d'information aux professeurs de prendre des décisions pédagogiques. Nous, c'est le moteur de ce qu'on fait dans les tableaux de bord, prendre derrière des décisions pédagogiques. Tout à l'heure, je disais, par exemple, aller prendre un petit groupe pour réexpliquer s'il voit le professeur qui a 5 élèves qui flanchent sur une compétence donnée, de se dire, bon, voilà, il faut que je leur réexplique quelque chose. Ici, ça va, par exemple, mais je dirais, chacun fait comme il veut, mais s'il voit un groupe d'élèves, le professeur qui travaille plus lentement, il peut très bien se dire, par exemple, que il va au prochain devoir faire moins de questions pour ce groupe-là, parce que au fond, il se dit qu'ils ont besoin de plus de temps pour répondre aux questions. Et dans une mécanique de progrès continu, enfin moi je pense que je ferais ça aujourd'hui si j'enseignais encore, de me dire bah voilà, c'est pas la peine d'aller tirer sur l'ambulance. Ce groupe d'élèves comprend plutôt bien, mais je vais aller les évaluer sur peut-être un nombre plus restreint de questions puisqu'ils avancent lentement. Mais peut-être que voilà. Tout un tas de décisions pédagogiques diverses peuvent être prises, y compris d'ailleurs aller mixer des groupes, parce que le professeur a un retour d'informations sur des clusters, donc avec des profils similaires, mais il peut très bien décider de dire, bah tiens, je vais moi faire mon groupe dans ma demi-heure ou mon heure que j'ai mardi prochain, avec des élèves de groupes différents, mais en connaissance de cause, en fait. C'est vraiment ça qu'on veut pousser. Voilà, donc c'est vrai que là, j'ai mis un certain nombre de variables. On travaille bien sûr à enrichir ces variables, à d'ailleurs les ajuster à chaque module.
et a d'ailleurs aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait un verrou en fait sur l'interprétation, ça dépend bien sûr des disciplines des professeurs, mais quelquefois, rien qu'un cluster avec 3 variables comme ça, c'est pas facile à interpréter, donc d'avoir une génération de verbalisation en fait du retour. Ben, voilà, le groupe 1, le groupe 2 est un groupe qui a compris ça, travaille plutôt vite, mais par contre, je sais pas moi, hésite beaucoup avant de répondre. Bon, voilà, c'est des exemples, voilà. Donc moi je voulais savoir, les élèves, ils ont pris l'exercice comment? Est-ce qu'ils ont trouvé ça facile? Ils étaient contents ou pas? Parce que des fois, il y a certains élèves qui sont réfractaires à l'utilisation du numérique. Hein. Et est-ce que c'était en salle informatique ou sur leur téléphone portable? Parce que des fois, en salle de classe, on n'a pas toujours des ordinateurs. Oui. Je suis prof aussi. Oui, oui. Donc c'est par rapport à l'intendance en fait. Oui. Alors en fait, pour répondre à vos 2 questions, ils prennent ça très bien en fait. Là, on est en expérimentation aujourd'hui en fin d'expérimentation, c'est pareil. Aujourd'hui, le pilote sur un projet remédiation seconde en fait qui sera disponible pour les secondes suite aux évaluations de début d'année en maths et en français, donc à la rentrée, enfin à partir du mois de novembre, après ces évaluations. Et effectivement, on voit que les élèves, eux, ils trouvent ça différent. Le numérique a plein des défauts, bien entendu. Tout numérique, c'est pas une très bonne idée. Mais en revanche, ça permet effectivement d'avoir une approche différente. Ça permet aussi pour des élèves qui ont des difficultés de pas être sous le regard tout le temps. Vous n'avez pas eu d'appréhension à lever la main et à prendre la parole, mais on sait très bien, vous et moi, que c'est pas toujours simple pour des élèves en difficulté. Et au fond, on s'expose beaucoup moins face au numérique. Donc il y a une bonne réception, y compris par rapport, comme je disais, au contenu, ou comme on a une approche extrêmement différente, beaucoup plus intuitive, notamment en mathématiques, hein, on aborde la géométrie par des méthodes tout à fait différentes, hein, qui sont aujourd'hui vraiment celles qui sont portées par la recherche en sciences cognitives, dont on a pas mal parlé, etc., et que des mathématiciens connus, hein, d'ailleurs, disent eux-mêmes, finalement, avoir pu expérimenter intuitivement par le passé. Donc, effectivement, tout ça fait qu'il y a une bonne réception. Sur votre deuxième question, oui, on est disponible aussi sur les téléphones. En mode responsive, c'est aussi quelque chose qui va être de plus en plus efficace, et à la rentrée, c'est des parties du marché que j'évoquais, d'être tout à fait sur les téléphones. Donc voilà, il y a toutes les possibilités d'usage qui sont possibles. Je me demandais si dans les tests que vous avez pu faire sur l'efficacité de la méthode, vous avez pu déterminer un peu les situations dans lesquelles cet outil marchait plus ou moins bien, soit en termes de classe, d'âge, ou je sais pas, de milieu social, ou pas, ce genre de choses. Alors, ça fait bien partie, ce type de recherche, hein, qu'on va mener par rapport à votre... Nous, ce qu'on fait quand on fait des tests, c'est effectivement au sein d'un module, d'une tranche d'âge, donc c'est pas facile d'avoir cette vision macro aujourd'hui, vous voyez encore, hein, on est encore un petit peu jeune, enfin, je parle de la société, pas de ses fondateurs, mais du coup, effectivement, ce type de recherche plus macro, oui, il va falloir qu'on l'amène. Sur la question des catégories sociales, là, c'est plus délicat. Il faut avoir effectivement, là, il faut que ce soit dans un protocole expérimental qui n'est pas toujours simple en France. Alors là, on est, je touche le bois qu'on veut, on est finaliste d'une compétition internationale qui s'appelle Learning Tools Competition, que vous connaissez peut-être aux États-Unis. Et sur eux, dans un cadre comme ça expérimental, ils ont beaucoup moins de verrous en fait pour aller quand même détecter ça. Et pour eux, c'est vraiment la question que vous posez, elle est complètement majeure. Donc, on risque d'avoir des réponses, hein, par rapport à ce type de problématique, en effet, plus macro, je dirais, hein, que est-ce qu'il y a de l'efficacité par rapport aux apprentissages, d'aller creuser sur des différences. Alors, il y a par exemple aussi une étude sur les filles et les garçons, hein, qui tentent d'être menée aujourd'hui. C'est pas simple en France, là aussi, sur l'apprentissage des mathématiques au CP, hein, à travers un de nos outils Adaptive Math, qui est aujourd'hui dispo, hein, au même titre qu'Adaptive Langue, dans toutes les classes de cycle 2 de France. Donc voilà, c'est évidemment très très important, mais voilà, c'est en cours. Le point de départ de ce projet, c'est un constat que peuvent faire bien nombre d'enseignants dans le domaine de l'apprentissage de la langue, mais en fait ça s'applique aussi à d'autres domaines. On a une difficulté quand on est enseignant, c'est qu'on se retrouve avec un grand nombre de copies à corriger. On a très peu de temps pour le faire, et donc généralement on va se centrer sur les erreurs syntaxiques, les erreurs orthographiques et les erreurs de grammaire.
Et on n'a pas le temps de faire bien plus, donc on va sous-estimer d'autres dimensions du langage qui pourraient être pertinentes à retourner à l'étudiant. Et on n'aura évidemment pas le temps de faire un retour précis pour chaque étudiant quand on a une promotion de 400, 500, 600 étudiants. Et donc, de ce point de départ, on a initié un projet qui est un projet de recherche traditionnel, qui est fondé par l'Agence nationale de recherche et qui va mêler différentes universités et différents corps de métiers de recherche. On a des linguistes à Rennes et à Paris, on a des informaticiens au Mans, c'est ma partie, et en Irlande, et également des informaticiens et linguistes d'écoles d'ingénieurs qui travaillent ensemble dans l'objectif de créer un système d'analyse de données, ou analytique en français, pour l'apprentissage d'une langue étrangère écrite, et dont l'objectif est d'améliorer l'objectivation de l'évaluation, de prendre en compte les autres dimensions du langage, on va en parler, de permettre une évaluation automatique du niveau de maîtrise de l'étudiant et de permettre une analyse de ses difficultés. Typiquement, le niveau de maîtrise de l'étudiant, ça on sait faire depuis plusieurs années. Vous prenez, on utilise des échelles référencées de niveau de maîtrise. Vous connaissez peut-être le CLES, donc qui repose sur le cadre européen de l'apprentissage des langues, le CEFR, CEFRL. C'est les niveaux A1, A2, B1, B2. Et il suffit d'entraîner un modèle de réseau de neurones traditionnel, même pas besoin d'aller sur des choses compliquées. Vous prenez un perceptron multicouche et vous arrivez à prédire assez facilement, à partir de l'écrit d'un apprenant, son niveau de maîtrise. Et vous avez un gros problème avec ça, c'est que derrière, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Vous pouvez prédire avec un bon niveau de précision, mais derrière, en tirer des informations pertinentes pour l'enseignant, pour qu'il puisse ensuite agir sur l'apprentissage, là, ça devient compliqué. Donc on part, nous, d'une autre approche, et on s'inscrit dans une démarche donc un peu plus globale, c'est mon domaine de recherche, ce qu'on appelle les Learning Analytics. Donc je prends 2 minutes pour le présenter. L'objectif, c'est plus large que l'IA pour l'éducation, ça exploite l'IA, mais pas que, c'est d'évaluer, d'analyser, de collecter et de communiquer les données relatives aux apprenants et leur contexte d'apprentissage, que ce soit un contexte numérique ou pas, pour comprendre et optimiser l'apprentissage, donc le côté activité pédagogique, didactique, mais également les environnements eux-mêmes. Et c'est à destination de tous les acteurs, que ce soit les enseignants, les étudiants, mais aussi l'institution, voire les chercheurs. Et dans ce contexte de Learning Analytics, on a 4 grandes activités qu'on cherche à mener. On cherche à décrire la situation présente, on cherche à faire le diagnostic de cette situation, donc on en a parlé précédemment. On va chercher à prédire ce qui va se passer dans l'avenir pour l'apprenant, donc prédire son niveau, prédire l'échec. C'est exactement ce dont on parlait précédemment avec les scénarios et les chemins d'apprentissage. Et on va chercher également à prescrire une activité, prescrire une remédiation face à une difficulté. Dans ce projet pour l'apprentissage de la langue, on a 3 objectifs scientifiques, donc 3 grandes questions de recherche. On cherche à déterminer des indicateurs linguistiques qui soient spécifiques d'un niveau de maîtrise. Alors, je vais vous présenter quelques indicateurs après. Il y a une foule d'indicateurs existantes. Nombreux sont ceux qui sont purement statistiques et très peu compréhensibles par l'enseignant. Donc on en propose d'autres. Et de ces indicateurs, on va chercher à les mesurer automatiquement. Ce n'est pas si évident. Et à partir de ces mesures, à partir des prédictions qu'on va en faire, on va essayer de restituer ce qu'on appelle des connaissances activables. Donc c'est des informations pour l'utilisateur, ici pour l'enseignant, qui vont lui permettre d'agir sur l'apprentissage. Typiquement, un exemple, une information comme l'âge de l'étudiant, pour l'enseignant, ça n'a pas d'intérêt, il ne peut pas agir sur l'âge, quand bien même ce sera un indicateur de prédiction. Par contre, un indicateur pertinent pourrait être la non-maîtrise des attributs en anglais, le le the, et là, cette fois-ci, il pourrait du coup orienter son apprentissage pour l'étudiant en difficulté.
pour répondre à ces questions, donc on a une approche en 5 points qu'on traite un petit peu en parallèle. Donc là, on vient de débuter le projet depuis février dernier. Donc il y a une étape à laquelle on ne peut pas éviter, qui est longue, chronophage et coûteuse, c'est de créer des jeux de données avec suffisamment d'informations pour permettre d'entraîner certains modèles. Donc concrètement, on fait écrire des étudiants pendant 40-50 minutes et puis on a 3 enseignants qui vont venir corriger le texte, la noter selon certaines dimensions, le lexique, l'orthographe, et on ne va prendre que les textes pour lesquels les 3 enseignants sont globalement d'accord. Donc il y a beaucoup de pertes, c'est long comme processus, mais c'est nécessaire pour arriver à identifier certaines informations. On rajoute à ça des métadonnées, typiquement le niveau de maîtrise de l'apprenant tel qu'il le considère initialement, le temps passé à l'étranger, son niveau s'il a déjà passé un certificat, etc. À côté de cela, on va chercher à donc, identifier et concevoir nos services de mesure automatique, donc les fameux indicateurs linguistiques dont je parlais. À partir de ces mesures, on va chercher à faire un modèle, alors là clairement un modèle du langage de l'apprenant, dans l'objectif d'évaluer automatiquement l'apprenant et également de fournir les informations pertinentes pour l'apprentissage. Et on va proposer donc un pipeline de traitement qui sera interopérable et partagé à la communauté et extensible à l'avenir avec d'autres mesures. Et enfin, on a une partie visualisation et tableau de bord pour l'enseignant dans l'objectif d'avoir un support à l'apprentissage et de permettre d'améliorer l'expérience d'apprentissage. Donc plus concrètement, le système ressemble à cela. On part d'une activité assez simple, l'apprenant rédige un texte selon une tâche définie. On trace à la fois le texte qu'il rédige, mais également le flux de texte, donc toute la dynamique de production, le fait qu'il se corrige, qu'il fasse des temps de pause. À partir de ça, on en extrait un ensemble de traits linguistiques. Je ferai un petit point de détail juste après sur cet aspect-là. On utilise ces informations comme données d'entrée à un modèle probabiliste. Donc là, on est typiquement dans le cas de ce qu'on a évoqué hier. Ce n'est pas des modèles générationnels, mais on est sur, donc, pour le terme technique, des auto-encodeurs variationnels, pour l'instant, qui sont en test. Et derrière, on en tire donc, différentes mesures probabilistes de traits linguistiques avec un objectif complexe ici, c'est l'objectif de l'explicabilité. Ces mesures-là doivent être explicables du point de vue de l'enseignant. Ce qui contraint fortement les approches que l'on peut utiliser. Et donc derrière, on va se servir de cela pour faire des prédictions, notamment la prédiction du niveau de l'apprenant, fournir des explications et enrichir le texte de l'apprenant de ces explications pour permettre à l'enseignant ou à l'apprenant lui-même de visualiser le texte et la dynamique de construction du texte avec les différentes indications. Donc voici quelques exemples des indicateurs linguistiques que l'on exploite. Donc on a une partie qui s'appelle la précision, qui va concerner tout ce qui est maîtrise de l'orthographe, maîtrise des collocations, donc l'assemblage des termes entre eux, donc ça fait référence à la grammaire, mais pas que. Et la phraséologie. Alors, la phraséologie, c'est un peu l'ensemble de tout ça, c'est l'étude statistique des phrases dans une langue. Et ça ne prend pas en compte que les règles de grammaire qui sont plus ou moins bien définies dans le langage naturel. Ça prend en compte des idiomes vraiment d'usage. Typiquement en anglais, on dit make a mistake, on ne dit pas do a mistake. Et pourtant, il n'y a pas de règles qui viennent préciser pourquoi on ne devrait pas utiliser le verbe to do. Et donc, ça rentre dans la phraséologie. On a une partie complexité, donc, qui est la maîtrise de la complexité du langage par l'apprenant et la capacité à déployer un lexique évolué, la capacité à maîtriser une syntaxe du langage, et on apporte une contribution avec ce qu'on appelle la structure des microsystèmes. Ce sont ces mots que l'on pourrait utiliser indifféremment, enfin, qui pourraient avoir la même fonction, mais qui, selon le contexte, ne peuvent pas être utilisés indifféremment. Typiquement le this, that, ou les attributs the et rien. Donc il y a une étude là-dessus. Et on a également l'aisance d'écriture. Alors c'est pas la capacité à écrire sur un clavier, ça justement on a des systèmes qui mettent ça de côté. C'est la capacité à produire le texte en anglais. Et donc là on va
plutôt s'intéresser aux pauses entre chaque touche, aux pauses entre ensembles de mots, ce qu'on appelle des chunks, et on va chercher à regarder s'il y a un lien avec, essayer de détecter les parties liées à la cognition, des parties liées à la procrastination ou à la difficulté à utiliser le clavier. Et donc pour tous ces indicateurs, selon ces indicateurs, on déploie soit des modèles traditionnels d'IA, donc d'IA symbolique, parce qu'on a déjà des modèles existants qui fonctionnent plutôt bien, soit on va s'appuyer sur du machine learning, typiquement sur la structure des microsystèmes ou les erreurs de colocation. Pour la colocation, pour ceux qui connaissent, on utilise des modèles de BERT, donc qui ne sont pas des modèles générationnels comme les LLM dont on parlait hier, mais qui ont l'intérêt de ne pas chercher juste à deviner le mot suivant, mais plutôt à deviner les mots qui manquent dans une phrase. Donc là, pour l'exemple, on a un chercheur à Galway qui cherche à créer un modèle pour un groupe d'étudiants qui vient refléter la manière dont l'étudiant écrit, qui vient lui-même faire les fautes, donc un modèle imparfait, dans l'objectif d'étudier le comportement de ce modèle, un peu comme si on avait le miroir de l'apprenant d'un point de vue numérique. Et donc à partir de tous ces indicateurs, l'objectif est d'en tirer des prédictions, des explications et une visualisation du texte enrichi. Je ne peux pas vous montrer malheureusement de visualisation, on est au début du projet, on travaille dessus actuellement. Et dans ce qu'on attend de nos résultats, un peu le résumé, on a ces indicateurs linguistiques, donc on va sélectionner ceux qui sont pertinents pour l'apprentissage et pertinents pour l'enseignant, donc qui permettent d'avoir ce lien avec le niveau d'apprentissage et fournir des connaissances activables. Et l'objectif est de fournir un plugin. Alors, en université, on utilise énormément Moodle en France comme LMS, un peu notre réalité à nous. Donc, de fournir à la communauté un plugin qui permette de faire ça de manière automatique, soit avec toute l'infrastructure du pipeline un peu lourde à déployer, soit, ça c'est l'objectif un peu de fin de projet, de fournir un modèle réduit d'IA qui reflète un peu tout ce qu'on a fait, avec évidemment une petite perte de précision et qui soit facilement déployable par tout le monde. Je vais peut-être couper une partie de ta thèse, mais en fait, c'est l'apprentissage de la langue comme pas une langue maternelle, du coup, pas la langue primaire d'apprenant. Ouais, de notre projet, oui. Et du coup, c'est du français à l'anglais, uniquement pour l'instant sur les jeux de données que vous avez. Alors, non, on a principalement du français à l'anglais sur nos jeux de données, mais on est en train de collecter du français à l'espagnol. Et à moindre mesure, on a un chercheur qui collecte de l'espagnol à l'anglais en Amérique latine. Du coup, ça peut être super intéressant avec que la même étude soit conduite dans différents. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Mais on a une inégalité des masses de données. Oui, j'imagine. Ouais, bien sûr. Pour poser la problématique, on a besoin dans tout ce qui est sciences de l'éducation et quand on veut faire des outils qui sont relatifs à la science de l'éducation, mais ça s'applique à tous les domaines, on a besoin de jeux de données comportementales. Comment est-ce qu'on peut obtenir ces jeux de données? Soit ces jeux de données, ce sont des données maison qui ont été collectées sur des phases de test, sur des panels d'utilisateurs, qui vont permettre de générer une première version du modèle qui ensuite sera affinée au fur et à mesure du temps quand on aura collecté de nouvelles données. Ou alors, des fois, on peut avoir la chance aussi de trouver des données d'usage qui seraient des données ouvertes, des jeux de données ouvertes. Sauf que dans le cadre de Learning Analytics, en tout cas en particulier, on a très peu de jeux de données publics qui ont été publiés. Donc il y a beaucoup d'études qui se basent sur les quelques jeux qui existent, mais finalement ils ne sont pas très massifs et pas forcément très qualifiés. Pourquoi ces jeux de données sont importants? À la fois pour les chercheurs, comme Rémi, on en a parlé plusieurs fois, et ils ont besoin d'avoir ces données-là comme point de départ. Donc après, ils trouvent des palliatifs, mais si ces jeux de données-là existaient, on pourrait créer plus rapidement en fait, de nouveaux outils, de nouveaux usages et créer de l'innovation. Donc pour le côté recherche à la fois public, mais aussi pour le côté recherche privée au sein des entreprises. C'est pareil pour vous, évidemment. Peut-être que vous avez fait le choix d'avoir au départ un algo qui était sans données parce que vous n'aviez pas ces données d'usage qui vous permettaient de commencer. Donc, et après, on peut aussi avoir des citoyens éclairés qui ont besoin d'accéder à des jeux de données comme n'importe quelle ressource qui pourrait être en open data. Pour soit essayer de comprendre des choses, trouver
une signification intéressante autour des données, ou peut-être avoir des idées de création d'entreprises juste en racontant sur des données le soir quand il pleut ou qu'on est tout seul à la maison. Maintenant, il y a un certain nombre de freins à l'ouverture, et les deux raisons que j'évoque ici sont intrinsèquement liées. La première des raisons, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'incitation en fait à tous les organismes collecteurs, enfin, qui ont la capacité de collecter ces données d'usage de manière massive, ne sont pas incités à libérer ces données. Si je suis une entreprise qui a beaucoup de données d'usage autour des learning analytics, mon intérêt, c'est peut-être de garder ces données pour moi pour des raisons de business, parce que je ne veux pas que le voisin ait ces données et puisse aller plus vite que moi, parce qu'il a plus de ressources en exploitant ces données. Et la deuxième des raisons, en tout cas en Europe, parce qu'on a le RGPD, et en France parce qu'on a la CNIL, ces traces d'apprentissage, qui sont des données personnelles, identifiantes, et bien c'est pas simple en fait de les partager. Et donc du coup, peut-être qu'on ne veut pas prendre le risque de partager ces données si on ne sait pas comment le faire. Sachant que France Université Numérique est un groupement d'intérêt public, notre motivation, ce qui fait qu'on se lève tous les matins, c'est de se dire qu'on contribue à des communs numériques. On est financé par l'argent public, donc tout le code source qu'on produit, c'est du code source public. Et par contre, au niveau des données, eh ben, c'est assez compliqué, et donc du coup, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, c'est une de nos ambitions. On a envie de pouvoir être exemplaire dans la démarche dans laquelle on s'inscrit, et donc les données que France Université Numérique collecte, les données d'usage qu'on collecte, notre volonté, c'est de pouvoir les ouvrir. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est engagé vers cette roadmap il y a 2 ans. Donc, j'ai commencé tout seul à créer ce département data à France Université Numérique parce que ça devenait quelque chose d'intéressant. Puis l'équipe est en train de grossir. Et on a 2 défis principaux à relever pour l'ouverture de ces données. Le premier, c'est quel standard on va adopter pour collecter ces données, être sûr qu'elles sont bien de qualité, que tout le monde pourra adopter le même standard si des fois on a une volonté de vouloir croiser ces données avec d'autres données. Et la deuxième problématique qu'on a, c'est, je l'ai déjà cité avant, comment est-ce qu'on assure qu'on a bien anonymisé nos données. Pour ce qui est du standard, on a choisi un des formats qui est utilisé dans le monde du learning pour représenter les données d'apprentissage, qui est le format XAPI, parce que c'est un format qui est assez souple, qui est plutôt libre et qui nous intéressait par sa philosophie. L'intérêt de pouvoir avoir, de choisir un langage commun, en fait, un vocabulaire maîtrisé pour décrire des événements qui ont lieu dans une interface d'apprentissage, ça permet in fine, en fait, si tout le monde respecte ce qu'on appelle des profils XAPI, donc le vocabulaire maîtrisé au-dessus du format XAPI, ça permettrait à ceux qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche de partager leurs jeux de données et donc du coup de contribuer chacun un petit peu à une communauté qui partagerait ces données et qui permettrait de faire des datasets un peu plus massifs et qui permettrait du coup de créer toujours plus d'innovation autour des données qui auront été collectées. Dans ce cadre-là, on est impliqué en fait dans un groupe de travail autour des traces d'apprentissage dans un projet européen qui s'appelle GaIAX. Il y a un data space qui s'appelle Data Space for Education and Skills, dans lequel on pilote la partie traces d'apprentissage et on définit le standard qu'on attend pour représenter ces données-là. Et tous les membres du consortium, l'objectif c'est qu'ils adoptent ce standard-là pour pouvoir générer leurs données d'apprentissage et que ces données-là, on puisse in fine les partager les uns avec les autres. Maintenant, le deuxième défi qui nous attend et qui n'est pas un petit défi, c'est comment on garantit qu'on ne va pas pouvoir réidentifier des personnes dans les jeux de données qu'on aurait partagés. Donc, sur la partie anonymisation, on a été accompagné dans le cadre du bac à sable qu'a organisé la CNIL en 2022 autour des données de l'éducation. Et cet accompagnement nous a permis de mieux formaliser et de trouver les méthodes qui respectent l'état de l'art, en tout cas pour l'anonymisation de ces traces. Donc, je vais vous présenter brièvement les 2 grandes étapes. La première étape, c'est la plus simple. C'est quand on va minimiser nos données. Donc, c'est-à-dire que toutes les données dont on pourrait ne pas avoir besoin, qui sont collectées sur les apprenants, on choisit de ne pas les prendre. Donc là, c'est un travail de fouille, d'analyse des données pour savoir quelles sont les données qui sont collectées par les outils qu'on utilise et ensuite de savoir retenir que ce qui nous intéresse et éventuellement convertir ces données dans le format XAPI ensuite pour réaliser ce travail de minimisation. Le deuxième travail qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que chaque utilisateur soit suivi par un identifiant unique. Et cet identifiant unique, on ne veut pas que ce soit un identifiant qui révèle un vrai identifiant sur la plateforme. Donc on va essayer de générer un autre identifiant, mais qui nous permet, sans avoir une table de correspondance, qui nous permettrait de les retrouver dans notre base de données utilisateur initiale. Et le troisième point, c'est que chaque donnée qui va être collectée, elle est liée à un cours en fait, auquel l'apprenant est inscrit et qu'il suit.
Et en fait, ça peut être aussi un moyen de réidentifier les personnes. Quand il y a très peu d'inscrits à un cours, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a des attaques qui permettent de retrouver facilement l'apprenant et quel cours était associé. Donc au lieu de mettre la clé de cours qui correspond à un identifiant sur la plateforme Fun, on va essayer de masquer ça en mettant la discipline, par exemple, dans laquelle le cours s'inscrit, pour essayer de flouter un peu la donnée. Et ça, c'est un curseur qu'il va falloir que nous, on adapte en fonction des retours qui vont nous être faits à la deuxième étape. Donc la deuxième étape qui doit être faite avant publication, c'est de réaliser une analyse statistique des traces une fois qu'on a réalisé la première. Là, vous voyez sur cette représentation, on a quelques personnes qui sortent du lot. Donc ça, en statistique, c'est des outliers, et c'est des personnes qui potentiellement pourraient être facilement réidentifiées si tant est que l'attaquant possède une information qui fait qu'il pourrait savoir que cette personne sort du lot. J'entends par exemple, nous, on travaille sur des fuseaux horaires qui sont plutôt ceux de la France. Si on a un apprenant qui va travailler depuis l'étranger, peut-être que si on on représente les données en fonction du temps, on verra qu'on a quelques personnes qui sortent du lot. Si cette personne, elle a par exemple publié sur LinkedIn le fait qu'elle a suivi ce cours-là, on sait qu'elle est à Papeete par exemple, et ben voilà, on pourra savoir que cette personne qui a cet identifiant-là dans le cours, ses traces, c'est toutes celles-ci. Donc là, nous, on doit faire cette analyse statistique pour voir comment se répartissent les données selon différents métriques, différents axes. Avant de pouvoir les sortir pour voir si ça a un impact sur la potentielle réidentification des apprenants dans les jeux de données qu'on a publiés. Une deuxième recommandation que nous a fait la CNIL, c'est d'évaluer en fait les méthodes de génération de données synthétiques, c'est-à-dire qu'au lieu de partager directement les données brutes qu'on aurait anonymisées, on va partager des données qu'on aurait synthétisées qui ressemblent aux données brutes. Donc elles seront inexactes, elles seront un peu floues, mais il faut quand même qu'on évalue si déjà on peut quand même tirer du sens de ces données synthétiques qui ont été générées. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour certains algorithmes d'apprentissage machine, ou est-ce que, de par le fait qu'elles aient flouté trop l'information initiale, on perd trop d'informations pour que ça ait vraiment un intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous, on arrive à évaluer. Et le dernier point qu'on s'est mis, c'est que la condition pour ouvrir ces données-là, ça va être de participer à des challenges de réidentification. Il y a un certain nombre de labos de recherche en France qui organisent des challenges où on partage un jeu de données et un certain nombre d'attaquants en fonction d'une surface d'attaque qui est définie. Donc une surface d'attaque, c'est quel niveau d'information a l'attaquant sur les apprenants qui vont participer à ce cours. En fonction de cette surface d'attaque, voir s'ils arrivent à réidentifier les apprenants qui ont généré des traces d'apprentissage. Et si on arrive à passer toutes ces étapes-là, la dernière étape, c'est bien sûr de publier du coup sur Etalab les données que le Fun aurait générées et de pouvoir les partager avec toute la communauté pour pouvoir avoir de l'innovation. Traditionnellement, l'open data, ça s'exécute à travers la publication de jeux de données qui peuvent porter sur à peu près n'importe quelle partie de l'action de l'État, des jeux de données sur épidémique à l'époque du Covid, des jeux de données comme l'indice de position sociale que vous avez peut-être vu passer, des jeux de données sur la sécurité routière ou que sais-je. Tous ces jeux de données sont sous licence libre, ce qui permet à n'importe qui de les réutiliser, que ce soit dans un but de réutilisation personnelle, dans un but de création de valeur économique. Et en fait, la réflexion qu'on a en ce moment, c'est comment valoriser ces jeux de données pour permettre leur usage dans une perspective d'apprentissage machine, d'intelligence artificielle. Donc pour ça, il faut passer la notion de jeu de données à la notion de corpus. Donc là j'ai collé la définition Wikipédia d'un corpus. Un corpus, c'est rien d'autre qu'une somme de documents qui partagent un format et qui portent sur une thématique commune. Enfin, un format commun. Donc ça peut être à la fois des corpus littéraires, la BNF publie via Gallica un ensemble des ouvrages publiés en français. Ça peut être des corpus vidéo, l'INA en publie, des corpus artistiques, des images, etc. Et maintenant, je vais attaquer une section un tout petit peu plus ardue, qui est de se demander comment est-ce qu'on peut utiliser des corpus. Alors, il y a 1000 et 1000 façons d'utiliser des corpus. Le sujet que je vais creuser un tout petit peu, étant donné que hier nous avons beaucoup parlé d'alternatives à ChatGPT et de modèles de langage, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'un modèle de langage fait avec un corpus de données. Donc un modèle de langage comme ChatGPT a un fonctionnement qui, quand on le regarde dans le détail, c'est une architecture complexe, mais pour répondre à un principe de base qui est, à partir d'une suite de mots qu'on fournit, ce qu'on appelle une invite, comment continuer la phrase jusqu'à former un ensemble cohérent. Donc on génère mot après mot,
Et au bout d'un moment, la génération s'interrompt quand le modèle ne trouve plus de façon intéressante de continuer le propos. Et en fait, ce genre de principe, donc générer des phrases mot à mot, et ça peut être spécialisé pour créer différentes fonctionnalités comme un chatbot, un traducteur, etc. Et bien, comment, pour que le modèle sache apprendre à générer comme ça des mots pour entretenir des conversations, merci, il faut lui fournir un certain nombre d'exemples. Et en fait, ces exemples doivent avoir plusieurs contraintes. Ils doivent être extrêmement nombreux, ils doivent être de qualité, et il y a plusieurs façons de venir construire un modèle. Une première façon, c'est de créer un modèle à partir de rien en lui fournissant d'énormes quantités de corpus. Une autre façon, c'est de prendre un modèle qui a déjà été produit par un autre, qui serait sous licence libre, donc qui serait librement réutilisable et librement modifiable, et de faire ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire de l'ajustement. Donc très rapidement, la manière dont fonctionnent ces annotations, donc ces exemples qu'on fournit, ce sont des instructions, parce que le but est de pouvoir donner des ordres au modèle, et donc on va apprendre au modèle à réagir à des ordres, en lui donnant des exemples d'ordre et des exemples de réponse. Donc ça veut dire concrètement que pour entretenir ce genre de modèle, on a besoin de construire des corpus d'ordre. Donc il y a une course entre tous ces modèles. On en voit sortir maintenant des nouveaux modèles génératifs, en particulier dans le texte, quasiment chaque semaine. Je vous en ai mis quelques exemples ici. Et ce qui fait ce qui permet d'entretenir la course de ces modèles, c'est à la fois des travaux sur l'architecture de ces modèles pour les améliorer, et le fait de fournir de nouveaux corpus. En particulier, les principaux modèles qui existent aujourd'hui, donc les deux modèles dominants sont en train d'évoluer, mais c'est le modèle qui a été fait par OpenAI, Microsoft, donc ChatGPT, qui descend en fait d'un modèle qui s'appelle GPT-3, donc GPT-4, et il y a un modèle qui a été fait par Facebook, Meta, qui s'appelle Llama. Et en fait, la force de ces modèles, c'est d'appuyer sur une grande quantité de corpus de données auxquels on n'a pas accès, enfin, notamment dans le cas d'OpenAI. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Et une manière de bien travailler sur des modèles alternatifs, c'est justement, comme on n'a pas ces corpus de données, c'est d'en construire d'autres et de se les partager les uns les autres. Et donc là, je vais m'arrêter quasiment dès maintenant pour proposer un échange sur les corpus. Et donc, des corpus de texte, il en existe une grande variété. Il y a des corpus qui sont faits à partir de Wikipédia, comme le corpus DBpedia. Il y a des corpus qui sont faits à travers l'analyse, qui reprennent directement des millions de pages web, ce qu'on appelle la perspective du common crawl, avec un corpus spécifique qui a été fait par l'INRIA qui s'appelle Oscar. Donc j'ai mentionné tout à l'heure le fait qu'il y a des corpus littéraires, notamment Gallica, qui est la version numérique de la BNF, des corpus d'information légale, qu'on essaie nous d'utiliser au sein de l'État, justement dans cette perspective de... je donne juste cet exemple très rapidement. Donc un projet qu'on a en ce moment, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut essayer de venir explorer la loi française, comment est-ce que les agents publics vont pouvoir essayer de répondre à des questions sur ce qu'on appelle l'information légale, donc c'est à la fois la loi, les habitudes administratives, etc. Et une piste que nous sommes en train de creuser en ce moment, c'est est-ce qu'on peut prendre un modèle libre, lui fournir toute cette information légale sous forme de corpus, ce qu'on appelle tout à l'heure des corpus d'instruction, et voir si le modèle arrive à avoir ce travail de questions-réponses. Là, c'est pour vous donner un exemple de choses qu'on peut faire d'un corpus. Il y a aussi des corpus de publications scientifiques, archives, etc. Et donc là, je vais prendre le pari de vous donner la parole pour savoir si il y a des corpus qui vous intéressent spécifiquement, des usages que vous imaginez et que vous voudriez discuter avec la salle. Je vois très peu de jeux de données provenant de l'université. Je travaille dans une université, donc je connais la problématique déjà en interne de faire monter les données. De là, les mettre en public, c'est encore une autre manche. Quelle est la directive aujourd'hui pour justement aider et accélérer cette mise en open data des données universitaires Rémi parlait tout à l'heure de learning analytics. Même nous, en interne, on a du mal à fournir ces données-là au laboratoire pour entraîner des modèles. C'est vrai que c'est un vrai problème. Il y a des initiatives de sciences ouvertes dans les laboratoires, mais de manière générale, il y a une certaine résistance qui apparaît, entre autres pour des questions presque de concurrence un petit peu étrange entre laboratoires français et laboratoires étrangers. C'est une manière de
vaincre ces résistances, en fait, c'est de venir soutenir les initiatives qui existent déjà, donc les initiatives sciences ouvertes, j'essaierai de retrouver le nom des projets qu'ils portent, et de faire passer le message autant que possible que, de la même manière que les articles scientifiques sont massivement publiés et que c'est ça qui permet l'accélération de la recherche, c'est aussi le partage de toute forme d'information, et en particulier de corpus, c'est-à-dire qu'une fois que le travail a été fait, en fait, la perspective de sciences ouvertes, en principe, c'est d'aller au bout et de partager les données, de publier les données, sachant que ça quand même, enfin, c'est pas vrai dans tous les domaines, mais dans quand même un certain nombre de domaines scientifiques où le fait de publier un corpus, c'est quand même une contribution scientifique qui a énormément de valeur et énormément de visibilité. Si on prend l'intelligence artificielle, les papiers sur les corpus, ce qu'on appelle les surveys, donc les papiers qui viennent comparer différents modèles sur différents corpus, sont clairement les papiers qui ont le plus de citations. Donc il y a peut-être une incitation à la visibilité pour les universités à publier, mais c'est vrai que, de fait, il y a des résistances importantes. Donc en fait, la solution, c'est de venir soutenir les initiatives qui existent déjà, mais c'est difficile. Sachant que, comme vous l'avez mentionné, effectivement, il y a aussi des corpus, je parle pas là, mais qui sont les corpus d'information géographique, qui sont en open data. Il y a un travail en ce moment de la part de l'IGN pour partager un certain nombre de corpus et aussi partager des outils qui permettent de les exploiter, notamment des corpus sur l'usage des sols. Et ce genre de données, ça a non seulement une valeur scientifique, mais c'est aussi des valeurs très pratiques d'aménagement du territoire, d'études d'impact. Donc, dans le plaidoyer pour l'open data, en plus des usages scientifiques qu'on peut en faire, que ce soit dans l'IA ou la science en général, il y a aussi un côté citoyen. Après, c'est aussi aux organismes financeurs et aux éditeurs d'inciter à ouvrir ces données-là. Tous les projets européens maintenant demandent d'avoir de l'open data, de l'open access et de l'open source pour le code. Et il y a certains éditeurs aussi pour des journaux. En tout cas, moi, dans tout ce qui était bioinformatique, je me souviens que maintenant, à la fois les jeux de données doivent être publiés, les algorithmes et la représentation, et les publications. Donc maintenant, on veut avoir une science reproductible et ça fait partie en fait de ce qu'on aime. Donc, je pense que ça va venir et c'est encore mieux si c'est les organismes financeurs qui incitent à. Mais c'est bon. Merci. Merci beaucoup.